Bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 58 ans, c'est important. Alors je suis parisien depuis 1993. Ok. Je ne sais pas si la personne qui tient le micro était née à cette époque-là. Non, pas encore. Non, donc 1993 et Montmartre 3, parce que c'est le quartier où nous sommes depuis 2012. D'accord. Donc c'est pas tant que ça en fait. D'accord. Et avant, j'ai successivement été dans le 8e. Alors pas dans un hôtel chic, dans une chambre de bonne qui devait faire à peu près 20 mètres carrés et après, on va dire 10 mètres cubes, quoi, parce que c'était vraiment un couloir. Après j'ai bougé dans le 14e arrondissement où je suis resté jusqu'en 2000. En 2012, je suis couillon, en 2012. Et alors, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a emmené à Paris en 93? Bon, comme la plupart des Parisiens, j'ai terminé mes études, j'avais besoin de bouffer. Bon, j'étais... Ah si, il y avait aussi un autre truc en fait, c'est que j'avais terminé mes études, j'étais à l'époque très amoureux d'une personne, je sais pas ce qu'elle est devenue. Bon, le couple battait de l'aile, je me suis dit, bon, t'as moyen de récupérer ce qui peut être récupérable. Bon, il n'y a pas grand chose de récupérable. Et donc je suis arrivé ici, et puis j'étais jeune, j'ai trouvé assez rapidement un travail qui n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais je m'en foutais un peu. Et puis voilà, c'est tout. Mais après, par contre, quand j'ai été dans Paris, je veux dire, en fait, mais je sais pas si c'est un truc qui est explicable en mots, j'ai envie de dire. En fait, je me rappelle très bien mes premiers jours à Paris, c'était... ça me fait un peu penser à ce que disait... Alors, mon frangin est marié avec une personne qui vient du Tchad. Et en fait, son objectif dans la vie, cette personne, l'objectif qu'elle a, c'est un jour de venir à Paris. Bon, Ok. ça va bientôt se faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est... Alors, il y a une phrase très amusante où elle dit que mourir sans venir voir Paris, c'est un péché. Sans voir Paris, c'est un péché. Il y a un peu de ça, si tu veux. T'arrives là, t'es un peu un provincial, un peu... Alors sans vouloir faire l'anti-provincialisme primaire, mais bon, t'es mal dégrossi, quoi. Tu connais pas les usages, etc. Tu n'étais pas au courant de comment ça fonctionne ici. Et tu te balades dans une ville qui non seulement a un livre d'histoire ouvert, même si jamais t'es le dernier des ignares que ça n'intéresse pas à l'histoire, t'es obligé de sentir quelque chose. Je suis pas tombé dans le nationalisme à deux balles, mais t'as vraiment ça, t'as tes racines qui sont là, de certaine manière. Puis il y a tellement de coins qui te rappellent des trucs que t'as pu surtout lire dans tes bouquins de jeunesse, où en fait quand t'étais... clairement, moi je venais de la campagne, Galion, Charente-Maritime, je me rappelle de passages que je lisais beaucoup. Des bouquins, et c'était ça Paris, si tu veux. Et soudain, ce que tu as pu lire, l'image que tu as construite, elle se révèle devant tes yeux. Et j'ai été tout de suite, ça a été mais un vrai coup de cœur, tu vois. Vraiment. Je suis tombé raide amoureux dingue de la ville. Et en fait, j'ai jamais après envisagé C'est bizarre parce que j'ai jamais après envisagé de la quitter en fait. C'était pas possible de... Et même encore aujourd'hui, alors c'est pareil, ça va faire très beau parisien de dire ça. Donc c'est peut-être un peu con, mais peut-être qu'il y a un fond de vérité quand même. Mais même aujourd'hui, si tu veux, un truc tout con, tu vois, je travaille en ce moment à mairie de Clichy. Quand tu rentres dans Paris ou quand tu sors de Paris, je sais pas, une espèce de sensation qui est légèrement différente. Est-ce que c'est l'architecture, alors qu'elle est fondamentalement pas très différente. Est-ce que c'est l'atmosphère? Je sais pas. Et c'est indescriptible si tu veux. Il y a vraiment ce sentiment que tu es quelque part et que tu es entre guillemets chez toi. C'est un sentiment, mais c'est totalement faux, hein, parce que la vie... Non, je veux dire, c'est totalement illusoire. La vie est difficile, la vie est chère. Je vis dans un truc qui aurait été totalement concevable pour mes parents en termes de taille, tu vois, enfin, ce genre de truc. Mais ça reste Paris, quoi. Ouais. Et voilà. Et alors là, on est à Montmartre, qui est ton quartier de cœur, où tu vis aussi. Ouais. Qu'est-ce que ce quartier évoque pour toi? Et je sais que tu es un grand féru d'histoire de ce quartier. Est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote particulière autour de ce coin de Paris? En fait, le truc assez bizarre à propos de Montmartre, c'est que... justement, revenons à Paris. J'arrive donc là, je fais comme tout le monde, enfin, ce qui est un peu une sorte de... ta première épreuve du feu, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te balader, tu fais ce que tous les touristes ont fait depuis le début, machin, etc. Donc tu vas tout le temps. Et j'avais pas eu d'attirance particulière pour Montmartre. Ça n'a pas été un coup de cœur. Bon. Et alors là, on passe devant l'église Saint-Jean. Je pense qu'on peut y rentrer ou il y a la qui s'ennuie apparemment. Hein, C'est pas encore la messe. non, c'est pas encore la messe. Alors ce qui est assez rigolo, Il a l'air assez dévoué, l'enfant. non, mais surtout ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a l'encensoir, tu vois. Et en fait, dans lequel tu es censé brûler des trucs. Et en fait, normalement, quand tu le balances,
comme tu le fais, tu fais ça avec un rythme très très lent, parce qu'il y a un côté un peu solennel, c'est religieux, tout ça, etc. Et là en fait, tu as vraiment l'impression qu'il s'emmerde et qu'il balance le truc avec beaucoup de force. Et le contraste c'est très amusant. Bref, passons. Ouais, et en fait, en 2012, ouais, donc bon, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que... Alors j'ai eu aussi de la chance, hein, ce qui à mon avis est important, parce que j'avais réussi, par l'intermédiaire d'une connaissance de lycée, à vivre dans un appartement qu'à l'époque je partageais avec un pote, qui devait faire 63 mètres carrés, donc on était à deux là-dedans, donc autant dire que c'était la richesse absolue. Et bon, j'avais rencontré ma femme quelques années auparavant, donc suivant le deal qu'on avait avec ce pote, lui il était parti, mais j'étais resté avec ma femme. Et en fait, en 2011-2012, mon proprio, comme beaucoup de proprios, a voulu récupérer l'appartement. Il y a eu tout un concours de circonstances qui a fait qu'en gros, je me suis retrouvé dans une situation où de toute façon il fallait que je parte. Et en fait la question ça a été qu'est-ce qu'on fait? J'ai commencé à chercher à louer, c'était déjà très difficile à l'époque, je n'ose pas imaginer comment c'est aujourd'hui, mais c'était déjà très difficile à l'époque. Et puis en discutant avec ma femme, on s'est dit mais en fait est-ce qu'on ne peut pas acheter? Et en fait, alors on n'a pas beaucoup d'argent, pratiquement rien, on a commencé à gratter, à voir autour, et puis assez vite je me suis concentré sur le 18e pour une raison toute conne, c'est pas l'amour du quartier, parce que c'est là où c'était moins cher. Et vraiment par hasard, je suis tombé sur l'appartement où on est actuellement. Et en fait, ça a été une sorte de coup de cœur. Donc c'est plus l'appartement, si tu veux, qui a déterminé mon martre que l'inverse. Et à l'époque, donc on a acheté l'appartement en question, ce qui n'a pas été non plus simple, mais enfin bon, voilà. Et une fois qu'on a été dans l'appartement, à l'époque, il y avait un truc extraordinaire que faisait la mairie du 18e. Je crois que malheureusement, ils ont arrêté. En fait, on offrait aux nouveaux habitants du quartier, les nouveaux habitants c'est les propriétaires, faut pas déconner. Pas les locataires. Non. On va pas déconner. Pas de cocktail pour les locataires. Non. Mais pour le coup, tu avais une sorte de cocktail banquet républicain, je sais pas comment on peut dire ça, qui était, en fait, on invitait les gens et tu avais le maire qui recevait donc les nouveaux habitants avec donc une espèce de cocktail, ça faisait vraiment très cocktail, banquet républicain, etc. Et c'était vraiment, pour le coup, effectivement très républicain, c'est-à-dire que le maire s'expliquait, qu'il nous accueillait, machin, etc. Il laissait la place à son collègue de l'opposition, qui expliquait, machin, etc. Donc c'était vraiment un truc qui était très, très républicain dans l'âme, quoi. C'était vraiment, vraiment plaisant. Et à l'issue du cocktail, pour ceux qui le souhaitaient, on nous offrait la possibilité d'aller de visiter le quartier avec une assoce qui s'appelle... Il y a un magnifique miroir. Un super miroir, on peut se regarder. Parce qu'on voit, je suis trop petite pour qu'on me voit, c'est pour ça. Mais il est trop beau ce miroir. Ah ouais. Incroyable. Le miroir est incroyable, c'est tout. On va se regarder dedans. Par contre, là, ça change tout, vous avez vu? C'est nous. Waouh. Je suis vachement gros en fait. J'ai l'impression Ça va, je vais vous rassurer, je vais m'écouter. J'ai l'impression qu'il y a la belle-mère de Blanche-Neige qui va lancer une malédiction là en regardant. Il parle le miroir. Bon déménagement en tout cas. Bon courage. Tu vois, ils sont partis parce qu'on leur a pas offert le banquet républicain. Ça va être ça, je pense. Ouais. Mais, Et donc du coup, tu me parlais de l'asso qui faisait une. Et en fait, donc, ils nous ont fait, on a fait une balade dans le quartier, menée par un gars qui était totalement bénévole, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé la balade absolument somptueuse. Je dis, mais c'est absolument génial ce truc-là. Et en fait, le mec nous a fait exactement ce que j'ai refait après, c'est-à-dire qu'il promène dans le quartier durant. Ça va durer vraiment longtemps, genre 3h30, 4h. Et il nous disait tout ce qui lui semblait digne d'intérêt, en mélangeant architecture, histoire, faits divers, machin, etc. Et en fait, à l'issue de ce truc-là, je me suis dit, je veux faire ça. Donc j'ai contacté la sauce. Ils m'ont dit, si vous voulez. Donc voilà. J'ai une sorte de micro-formation. Et puis après, il y a là, je me suis lancé, quoi. Et donc j'ai commencé à faire ces balades dans le quartier. Au début uniquement via la sauce. Et à l'époque, j'étais aussi sur Twitter. Et j'ai eu un jour, mais c'était parce qu'il y avait une amie qui remontait à Paris en fait, et qui m'a dit, tiens, ça serait cool que tu nous fasses visiter ton quartier. Mais j'ai dit, c'est très bien. Et donc en fait, j'ai invité 2-3 autres personnes de Twitter. On a fait cette balade ensemble.
donc entre puteux, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. Et puis... C'est vrai qu'Ixos aujourd'hui, ce serait naze. Ça fait naze. Ça fait un peu... Ça fait un peu délire bizarre. Ouais, ou je sais pas, bref. Et toujours est-il que, voilà, donc on a fait la balade, ils m'ont dit à la fin, mais c'est génial ce truc, tu devrais faire ça plus souvent. Et en fait, j'ai proposé la chose sur Twitter, et après, c'est comme ça que ça a commencé, qu'ont commencé les balades de Dédé Lajoie, et mon pseudo. Voilà. Et donc, comme tu es un peu la référence aujourd'hui du quartier, j'ai besoin que tu partages avec nous l'anecdote la plus folle que tu as appris à propos de l'histoire de ce quartier. Oh, il y en a des tonnes. Je sais. Non, le truc le plus rigolo. Alors là, on est arrivé rue des Trois Frères. On va remonter. Alors, on pourrait descendre vers le boulevard, mais comme je suis feignant, si on descend, après, il faudra remonter. Je crois que c'est sympa par là. Et là, on remonte. On va remonter. On va se faire un petit peu, voilà. Oui, alors là, non. Oh, regarde ce balcon, il est incroyable. Ouais, mais c'est un basson sans issue, en fait. Ça se passe comment? On t'enferme pour le restant de tes jours? En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, effectivement, on a le balcon et que t'as pas de... Il y avait une porte, mais une entrée, j'imagine, mais elle a été scellée. Je sais pas si c'est une toile qu'ils ont mis ou du plâtre. Je sais pas. Ça fait bizarre, effectivement. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. Alors là, on est rue d'Orcel. Là, il y a une école qui est assez sympa. Enfin, une école donc, primaire. J'avais baladé le directeur de l'école à l'époque. Ah oui. Et en fait, il m'avait... j'aurais dû garder contact, ce que j'ai pas fait parce que je suis un âne. Et en fait, il m'a dit que l'intérieur était absolument somptueux. Et en fait, l'école, quand on va repasser de l'autre côté, tu vois qu'en fait, elle occupe tout un pan de... Enfin, elle permet de passer de la rue d'Orcel à la rue au-dessus, qui doit être la rue... Je sais plus ce que c'est une résistance. On va la découvrir dans quelques mètres. Voilà. Et où en étais-je? On était en train de remonter, on parlait de ce balcon bizarre. Ouais, ce balcon étrange et bizarre, bon, pourquoi pas. Mais je pense que l'immeuble, il a pas l'air d'être en bon état. Bah, c'est un immeuble Montmartre 3, hein, donc de toute façon... Non, mais de toute façon, alors, sur l'histoire en fait elle-même du quartier, c'était un quartier, c'était la banlieue. En fait, je pense que, très honnêtement, je pense que les mecs au XIXe siècle, ils devaient considérer Montmartre exactement comme nous, on considère Sarcelles aujourd'hui. C'est-à-dire avec une espèce de pointe de mépris quant à républicain du coup, et également une pointe de peur aussi, parce que c'était un quartier qui n'était pas considéré comme un quartier chicos. Hein. Donc les immeubles ont été construits avec des matériaux qui étaient de mauvaise qualité, ça tout le monde l'admet. En plus, alors je ne sais pas si c'est le cas spécifiquement dans cette rue, mais on était sur le sol en fait est basé sur du gypse. Donc en fait, il y a des mouvements qui sont quasi naturels des bâtiments. Le sol bouge, quoi. Donc ça, c'est pas top pour les bâtiments. Et en plus de ça, dans certains coins, à une époque, on a fait des carrières, ce qui a encore plus affaibli la structure du sol. Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Donc ce qui incite encore plus les monuments à bouger. Ouais. Enfin, les bâtiments à bouger. Donc résultat, tu as des trucs construits avec de la mauvaise qualité, sur un sol pas meuble. Bon, c'est pas top comme situation. Donc effectivement, oui, les immeubles du coup sont pas forcément en meilleur état. Et surtout quand ils ont été construits. Donc je dis c'est de la mauvaise qualité, ce qui signifie qu'en termes d'isolation, c'est très mauvais. Ouais. Les normes, bon à l'époque, je pense pas que ça existait, donc le problème est résolu. Enfin, donc c'est pas l'endroit où, architecturalement parlant, tu auras le plus de confort, on va dire. Ouais. C'est peut-être joli, certes, mais c'est pas top. Ah, on a le petit train. Il y a le petit train, voilà. Il date de quand ce petit train? Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il est animé par la mairie de Paris. Ouais. À mon avis, c'est un business fantastique. Mais il y a un truc rigolo à propos de ce petit train, c'est que donc bien sûr, ils ont un parcours qui est enregistré, hein, qui est toujours le même. Et là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, les gars qui le conduisent, ils ont un peu une certaine lassitude, disons, j'imagine, de leur travail. Ouais. Et en fait, ils sont carrément blasés de tout. Et il y a une observation amusante à faire. Ouais. Ils veulent le taf. Ils veulent le taf le nom de la rue. Ah, ça, c'est l'école. C'est l'école, c'est vrai. Et juste à côté, d'ailleurs, tu as aussi la crypte où, soi-disant, Saint François d'Assise, je ne sais pas de bêtises, aurait fondé les jésuites. Bon, okay. C'est probablement des sottises, mais bon, c'est pas d'ailleurs pas entendre. Mais qu'est-ce qu'il faisait à traîner dans des endroits aussi peu fréquentables comme Montmartre à l'époque? Je sais pas. Il y a une crypte, on va voir, ça va s'expliquer. En fait, il y a une crypte où, soi-disant, ils seraient réunis entre frères. Et il serait dit, mais ça, je sais pas, c'est peut-être aussi, je sais pas de bêtises, au XVIe siècle. Fondons la compagnie des frères, je crois.
La Compagnie de Jésus plutôt, la Compagnie de Jésus qui a donné les Jésuites. Ok. Donc voilà. Mais alors, la crypte typiquement que j'ai jamais visitée parce qu'elle a des horaires assez Cryptique. assez cryptiques pour le coup. C'est genre le vendredi entre 15h et 18h, enfin c'est compliqué je crois. Bon, et voilà. Et, alors sinon pour les anecdotes, il y en a une que j'aime beaucoup. Il y a un petit gars ici qui s'appelait Poulbeau. Alors qui est connu parce que dans les années 1970, il y a un artiste. Non, je t'interromps, tu vois. J'étais pas fou quand je disais qu'il y avait une résistante. Effectivement, c'est Yvonne Le Tac, directrice et déportée résistante. Elle a plutôt bien vécu, 1882 à 1950. Elle a été déportée, donc ça veut dire que, à mon avis, elle n'a pas passé par des moments très particulièrement gais et faciles. Et c'était, mais c'est rare d'avoir une directrice d'école à cette époque-là en plus. Ouais, je pense. Non, enfin aujourd'hui, alors, à l'époque je ne sais pas, aujourd'hui c'est une école primaire. D'accord. Une école toute bête. Et alors, avant que je termine sur l'anecdote, regardons là, c'est là qu'il y a la fameuse crypte. On dirait pas du tout une crypte. Non, mais c'est très discret, tu vois. C'est voilà. Alors. Non, alors je raconte des bêtises. Non, alors je sais pas. Oh, mon Dieu, c'est Inès de Loloya. Putain, bon, 16e siècle, c'est bon. 15 août 34. 15 août 1534. J'étais bon sur le siècle. C'est pas François d'Assise qu'elle a, c'était Inès de Loloya. Bon, bref. Et en fait, donc, c'est lui qui a fondé l'ordre des la Compagnie de Jésus, oui. Ouais, quand même. Bon. Et alors oui, alors, en fait, soi-disant ici, donc tu vois, alors là, tu as la réponse, que je ne l'avais pas, c'était soi-disant ici qu'il y aurait eu la chapelle dédiée à Saint-Denis, parce que la légende dit que, alors Saint-Denis, alors bon, je refais l'histoire, mais en gros, donc ce brave Denis était avec deux autres gus qui s'appelaient Rustique et Éleuthère. Bon, les noms, en fait, Denis, Rustique et Éleuthère viennent probablement d'une phrase en latin que j'ai oublié, mais qui était plutôt une ode à Dionysos. Ce qui est assez rigolo en fait quand tu vois que tu passes d'un dieu romain à un saint chrétien. Bon, pourquoi pas. Bon, c'est pas. Rien ne se perd, non, tout se c'est exactement transforme. ça, c'est pour le coup. Ça marche aussi en religion. Et en fait, la légende prétend donc, que notre ami Denis était ici en train de prêcher la foi chrétienne donc, au 4e ou au 5e siècle. Ça a eu l'heure de déplaire à la force dominante de l'époque qui étaient les Romains, qui l'ont attrapé lui et ses deux compères, et leur ont coupé la tête. Ah. Ouais, non, faut pas énerver les Romains, quoi. Non. Et donc, une fois qu'ils leur ont coupé la tête, alors la légende dit que Denis se serait relevé, bon, ce qui est déjà un peu surprenant, aurait pris sa tête dans ses bras et aurait marché en remontant cette rue-là, qui est la rue des Martyrs, qui est juste là, tu vois. Au passage, ça signifie c'est ce qui a donné le nom, parce qu'en fait, il est. Alors, la raison pour laquelle sa tête a été coupée, c'est parce que, bien évidemment, il ne voulait pas abjurer sa foi. La base. Et donc, il est devenu un martyr parce qu'il est mort pour sa foi. Ok. Et en fait, donc, il serait très mal avec sa tête, qu'il aurait remonté donc toute la rue des Martyrs, il aurait passé au-dessus de la colline de Montmartre, il aurait terminé son périple là où il y a la basilique de Saint-Denis. Okay. Qui doit être encore à 3-4 km facilement de la butte. Et là où il y a la basilique Saint-Denis, il se serait assis dans un champ de blé. Bon. Et là, lui ou la tête, on ne sait pas en fait, aurait dit bon ben en fait, voilà, je voudrais qu'on construise une basilique ici dans laquelle seront enterrés les rois de France, enfin les futurs rois de France. Bon. Alors, wow. Il avait la vision, comme disent les jeunes. Ouais, il avait la vision. Bon. Alors, je ne te cache pas que même parmi les historiens les plus conservateurs, on est quand même très dubitatifs sur cette histoire-là. Et en fait, bon, ce qui s'est vraisemblablement produit, c'est que comme pas mal de religions, mais pour le coup, les chrétiens sont assez forts pour ça. En fait, il y avait probablement des rites ou des croyances dans le coin qui ont été agrégées dans le culte chrétien. Et puis bon, qui sont devenus en fait une part de la légende. Donc, et en fait, ça, c'est une hypothèse qui n'est pas totalement déconnante. Hein. On va remonter la vieille route de la Allons-y. Ce qui est bien ici, c'est que tout est quasiment piétonnisé. Donc ça, c'est vraiment alors ça c'est top. Et alors, au passage, ça explique aussi pourquoi, paradoxalement, je sais pas, mais ça gueule du côté des habitants. Parce qu'en fait, plus haut là-haut sur la butte, là où les loyers sont très chers, et les gens sont aussi très riches. En fait, j'imagine que l'approvisionnement, ils le font que par voiture. Et en fait, quand ils ont voulu piétoniser le haut de la butte, et il y a un mouvement de résistance qui s'est construit contre cette piétonisation abusive qui empêche les braves gens d'accéder chez eux avec leur véhicule. Alors, il y a un mot qu'on utilise souvent quand on est contre un truc et que je trouve très parlant, c'est liberticide. Il y a un peu. Alors, c'est ça. Alors, là, on est un peu trop bas parce qu'on est encore trop chez les pauvres. Là. Mais quand tu montes vers le haut de la butte. Bah oui, on est chez les pauvres. Attends, l'assiette de saucisson, elle est à 12 balles. C'est quoi ça? C'est juste une assiette de saucisson. 3 fromages, c'est 16 €.
Après, t'as pas vu le contenant. C'est ce qu'ils disent, mais après, si t'as 3 morceaux de saucisson, bon, je vais pas dire, mais... ouais, donc en fait, il y a un mouvement donc contre ça. Bon, le fond du problème, c'est que je pense qu'il faut rapprocher ça de la guerre de Paris contre les voitures. Après, ça... on se rend compte qu'en fait, la voiture n'est pas forcément adaptée à un espace urbain qui n'est pas super, disons, grand. Et donc, le problème de ça, c'est que c'est super pour les gens qui y vivent. Donc les gens comme moi. Mais le mec qui vient de l'extérieur, je comprends que ça l'agace un peu. Et puis le petit gars, bon, certes qui est riche, mais qui a quand même besoin de se nourrir, qui a l'habitude de se faire livrer ses trucs, j'imagine que ça en est tout à fait. C'est légitime, que personne puisse monter en bagnole, lui amener sa bouffe. Voilà. Bon, passons, voilà. Mais du coup, on doit revenir à notre anecdote historique. Alors en fait, donc je reviens donc sur mon gars en question, Poulbeau. Alors c'est un mec qui est connu parce que souvent on parle des petits Poulbeaux de Montmartre. Je sais pas si tu as vu ça, c'est des espèces d'images absolument ignobles, je trouve. Des petits mômes d'âge indéterminé, mais plutôt des ados ou pré-ados, qui se font des bisous dans une débauche de couleurs, Enfin, c'est vraiment un traitement graphique qui est horrible, on va dire. Et ces petits mômes-là, en fait, c'est un artiste croate dans les années 60 qui a commencé à faire ce genre de dessin. Donc c'était un peu à l'époque, on scène avec des fleurs partout, donc ils ont des chapeaux de pareil, tu vois, ils sont... Bon, alors qu'ils sont tous censés être dans un coin urbain, enfin dans un territoire urbain, donc passons. Et donc ces petits gars-là, ils passent leur temps à trouver des DPL et être heureux, mais c'est juste grotesque en fait. Enfin, le traitement graphique est grotesque, quoi. Je veux dire, bon, ils font ce qu'ils veulent. Et on a associé les Poulbeaux de Montmartre à cette image-là, et c'est une erreur. En fait, le vrai Poulbeau, c'est un petit gars qui est mort en 42 ou en 43, je crois, en pleine occupation allemande, qui était un caricaturiste, mais les caricatures qu'il avait, en fait, c'était des caricatures qui avaient une connotation très très sociale, qui montraient en fait des petits gamins pauvres du quartier, et qui montraient les jeux qu'ils avaient, le truc classique, c'est que tu as 2 gamins qui sont en train de monter un petit bateau, et puis ils mettent le bateau dans l'eau du caniveau. Bon, ça respire pas la richesse et l'opulence. Et en fait, ce même Poulbeau était aussi c'était très probablement un bon vivant. Et en fait, c'est là l'anecdote dont il parlait, il avait cette idée absolument géniale. Alors peu de temps après la Première Guerre mondiale, je crois, avec sa femme, il avait inventé le concept de mariage à durée déterminée. Je m'explique. Tous les ans, à la même époque, en fait, il refaisait avec ses potes un mariage avec sa femme, où il se redisait oui, alors pas devant le maire, parce que non, le maire aurait refusé de faire ce genre de choses. Et il a autre chose à faire aussi, le maire. Autre chose à faire, je sais pas, mais bon. Et en fait, c'était un prétexte pour se déguiser entre copains, et en singeant naturellement les classes sociales de l'époque, parce qu'il y a toujours un côté extrêmement satirique chez le personnage. Et en fait, donc, il faisait donc une sorte de faux mariage, et donc il se redisait oui avec madame. Par certains aspects, si tu veux, c'est un peu, quand tu tournes en dérision ce côté mariage, ça me fait un peu penser à, je pense maintenant là, même si c'était pas exactement le même propos, mais il y a quand même une volonté satirique, c'était le mariage de Coluche et le Luron. Je crois que t'étais pas né. Mais en fait, il y avait donc Coluche et le Luron, qui étaient 2 grandes stars du comique des années 80, qui un jour ont organisé leur propre mariage. Alors à une époque où l'homosexualité n'existait pas, on n'en parlait pas, machin, etc. Mais de voir 2 hommes, enfin, Coluche déguisé en femme, embrasser le Luron, ça avait choqué jusque dans les campagnes. Mais tu as quand même le côté amusant, tu prends un truc méga traditionnel, le mariage étant fait, si tu veux, une certaine mesure, un objet de contestation politique. Et c'était exactement ce que faisait notre ami Poulbeau. Bon, c'était aussi prétexte pour, je pense, pour picoler et s'amuser comme des malades. Parce qu'il ne faut jamais distinguer l'un l'autre. Alors là, il y a un truc assez extraordinaire. Tu vois, là, il y a un nouveau concept store, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est un photobooth. C'est-à-dire que les mecs viennent et ils sont pris en photo. Et je ne comprends absolument pas. Mais c'est un photomaton. Oui, c'est un photomaton. C'est un photo-automate. Je ne sais absolument pas ce qui justifie le succès de ce truc-là. Attends, on va demander. Excusez-moi. Why is this place famous? No idea. Vous savez ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que ce photomaton est connu? Maybe in English. Ok, je pense qu'il n'y a personne qui parle français ici. Je pense qu'on est là. Ok. Mais ça explique les phénomènes de mode. Je ne sais pas. Personne ne sait ce qu'il fait dans le mec qui a fait ça est un génie, parce que pour le coup,
Là, je sais, mais c'est constamment plein, quoi. Ouais. C'est délirant. Incroyable. Et en fait, c'est juste pardonne-moi mon langage châtié, mais c'est un putain de photomaton. Mais quoi. c'est ça, c'est le photomaton que tu utilises pour ta carte d'identité. Exactement. Bon, mais là, c'est pas pour carte d'identité. Et alors là, on est au croisement de la rue Androuet et de la rue des Trois Frères. Mais c'est qui les trois frères du coup? C'est des trois mecs qui avaient un moulin. Ah, ok. C'était probablement. Alors, la famille, une autre famille qui est connue qui s'appelle la famille Debré. C'était des gens qui avaient du pognon. Et ils avaient du pognon parce qu'en fait, ils avaient un moulin. Et à l'époque, je parle du 18e, 19e siècle, enfin plus 18e que 19e d'ailleurs. En fait, le fait d'avoir un moulin, c'était quand même un signe de richesse. Ouais. Mais c'était aussi un piège, parce que le moulin nécessitait un entretien qui coûtait extrêmement cher. Et il y a donc des familles qui se sont retrouvées très très riches et puis qui ont perdu toute leur fortune. Attends, il y a un deuxième photomaton Bah oui, là aussi. je pense que ça c'est le succès en fait. Là celui-là ça va être la version dégradée de l'autre. Quoi. Il y Il y a un deuxième photomaton effectivement, je sais pas. Bon. Bah, celui-là, il a l'air moins fancy que l'autre, on va dire. Ouais, je sais pas. Mais peut-être qu'il y a un film. Parce qu'en fait là, donc, tu connais probablement, c'est la maison Collignon, c'est le truc qui est dans le film d'Amélie Poulain. Oui. Amélie Poulain, qui au passage est un truc on n'a jamais. Pour moi, c'est une illustration de ce que les politiciens appellent le soft power. Le nombre de. À une époque, avec madame, on a hébergé des gens à la maison. Ouais. En fait, on faisait ce qu'on appelait un truc, le coach fait. On allait chez des gens, on recevait. Et le nombre de. Je crois qu'il n'y a pas eu une personne après Amélie Poulain qui soit venue et qui est passée la nuit à la maison et qui ne nous a pas posé des questions sur Amélie Poulain, où est-ce qu'on pouvait la trouver. La puissance de ce film à l'étranger est totalement délirante. Ouais, c'est Et incroyable. ça, c'est clairement alors je sais pas si c'est pris en compte par nos politiciens, mais c'est extraordinaire. Alors c'est une image, tu peux dire ce que tu veux, un peu niaise, un peu figée dans les années 50, sur l'ère de c'était mieux avant, etc. Mais ça reste quand même une putain d'image, un truc qui est absolument extraordinaire. Donc là, on a construit cette fameuse épicerie Amélie Poulain qui est ici. C'est une épicerie de quartier, donc le mec il doit être tunisien. Il a, je pense, alors de ce que je sais, c'est qu'en fait le gars, il n'avait rien demandé. Là, je suis débarqué un jour, Jean-Pierre Jeunet qui a dit voilà, je vais faire un film, j'ai besoin de votre devanture, est-ce que vous êtes intéressé? Bon, le gars dit oui. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que la marquise, c'est le truc qui est au-dessus là, on voit. En fait, au-dessus, ils ont marqué, il y a un petit écriteau, il y a marqué maison. On va revenir. On va revenir. Fatigué, la maison Collignon, pardon. Et en fait, ça a été posé pour le film. Ok. Et en fait, ils lui ont laissé après. Alors après, le vrai auteur, le vrai propriétaire, disons, de l'épicerie, je sais qu'il l'a revendu. Et c'est une nouvelle famille qui s'en occupe. Ok. Mais dans la bonne tradition des épiceries tunisiennes, parisiennes. Donc c'est le truc qui ouvre le soir, assez tôt le matin, et puis qui s'amène le soir 10h30, 11h, et puis tu trouves tout et n'importe quoi. Pas forcément à très bon prix, mais au moins tu es sûr que c'est ouvert et que tu trouves. Ouais. Mais alors moi j'avais juste j'ai encore une question. Pourquoi est-ce que ce quartier est passé de vraiment délabré, pas très fréquentable, à vraiment extrêmement chic et touristique? Parce que j'essaie de repenser à d'autres quartiers parisiens qui ont eu cette métamorphose-là. J'ai le Marais qui vient, mais le Marais c'est toujours à pile ou à face. C'est-à-dire qu'à certaines époques il était très chic, à d'autres il l'était moins. Donc c'est vraiment cyclique. Mais qu'est-ce qui a fait que Montmartre est passé du côté touristique de l'histoire? Aucune explication viable. Les impressionnistes, qu'est-ce qui s'est Ah oui, passé? non, alors après si tu remontes dans le temps, il y a peut-être des explications comme ça. En fait, il y a une explication que je sais durant la balade, qui est, alors qui n'est pas de moi, c'est d'un historien dont j'oublie toujours le nom, qui a écrit une thèse là-dessus, où en fait il explique que dans Paris, tu as des cartes, tu as des zones d'attraction qui ont souvent été créées par des phénomènes de mode. Ouais. Et notamment, de manière, alors c'est pas le cas de Montmartre directement, en fait c'est le quartier de l'Europe qui est situé au-dessus au nord de la gare Saint-Lazare, est un quartier qui a été construit dans les années 1850-1860. Et à l'époque, en fait, on construit des hôtels particuliers, donc on vise déjà une clientèle chic. Ouais. Mais, alors, d'après la légende, il y a un problème qui est très concret, c'est qu'en fait, quand on construit ces quartiers, il faut attendre quelques années avant que les bâtiments, enfin le plâtre notamment qu'il y a sur les murs, sèche. Et en fait, ce fameux plâtre, étant que c'est pas sec, en fait, les murs exudent l'humidité, c'est absolument dégueulasse. Et donc, en fait, on ne peut pas loger tout de suite une famille bourgeoise
dedans. Ça aurait été des bâtiments faits pour les pauvres, on s'en cogne, mais là c'est des gens riches donc. Et en fait, l'idée, notamment dans le quartier de l'Europe, ça a été de proposer ça, ce que j'explique durant la balade, d'une part à des artistes, donc des gars qui sont artistes au XIXe siècle, c'est-à-dire fait du pognon, parce qu'en fait papa-maman te donne des sous en fait. Et en fait souvent ils donnent des sous parce qu'en fait ils sont pas au courant que tu sois artiste. En fait, souvent, tu attendais à la capitale pour étudier un truc sérieux, genre droit ou je crois, bref, un truc ou sérieux. médecine, quoi. même à l'époque, c'était encore droit, le cliché. médecine, la banque, un truc solide, quoi, pas des trucs de branleur. Quoi. Et donc, en fait, quand ils arrivent à Paris, ils se rendent compte que les filles et l'alcool, c'est comme rigolo. Ou les garçons. La base. Ou les garçons. Et en fait, ils changent d'activité professionnelle, mais sans prévenir les parents. Donc, en fait, tous les mois, bing, il y a alors, je crois que sur les chèques à l'époque, il y a les sous du papa-maman qui débarquent. Et donc ils peuvent avoir un niveau de vie, alors qui n'est pas forcément confortable, mais enfin qui est, disons, ils ont une source de revenus régulier. Bon. Et ces gens-là vont investir totalement ce quartier, parce qu'ils cherchent des espaces qui soient grands, où ils puissent également faire ce qu'ils veulent pour être emmerdés par les voisins. Et en fait, ça expliquerait une première vague d'artistes qui débarquent dans ce quartier de l'Europe, du côté de Saint-Lazare. Bon. Ouais. Une fois que, avec eux, naturellement, il y a leurs copines. Ce qui est tout à fait normal. Et en fait, donc, alors jeune fille qui, pour une partie d'entre elles, pratique un peu, alors une forme de prostitution qui est celle qu'on voit dans le Nana de Zola. Oui. C'est pas des prostituées au sens. C'est des sugar babies, n'est-ce pas? C'est un peu ça. En fait, voilà, c'est ça. En fait, elle cherche un ou deux protecteurs, sans d'ailleurs faire des mystères explicites sur le fait que attendons plus d'autres quoi. J'ai un peu de concurrence quoi. Et en fait, ces gars-là, ils leur font des cadeaux. Donc en fait, elles deviennent, disons, relativement riches. Et en fait, ces couples-là s'installent ou vivent, disons, dans ce quartier-là. Le quartier, de fait, prend une tonalité artistique, Oui. parce que la bonne bourgeoisie vient aussi là-bas pour se faire tirer le portrait. Ouais. Et en fait, ça devient, on transforme. Alors là, on passe. Bonjour. On est passé devant le bateau Lavoir. Je termine mon histoire, après je te raconterai ce qu'on a vu sur le bateau Lavoir. Et donc en fait, ça aurait transformé ce quartier de l'Europe en étant un quartier où les choses se passent en termes de mode, de peinture, d'activité artistique. Et la génération après qui suit, donc celle qui va arriver donc à Montmartre dans les années 1880, elle n'a pas les moyens d'aller directement dans ce quartier où le prix du foncier a pris des proportions totalement délirantes. Et en fait, aurait commencé à se fixer ici à Montmartre parce que c'était pas cher, parce que c'était pas loin et qu'on était près des zones là où ça se passait. Bon, c'est une explication extrêmement lapidaire, mais ça peut expliquer pourquoi est-ce que le quartier aurait soudain semblé être un quartier d'intérêt, disons, pour les artistes. Mais ça ne résout pas la question en fait. Ça c'était, là je te parle du début du XXe siècle. Maintenant, moi quand je suis arrivé à Paris en 93, et donc t'allais pas dans le 18e. C'était loin, c'était compliqué, machin, etc. La raison pour laquelle on est passé aujourd'hui d'un quartier où tu avais pas mal de petites épiceries, ou des gens, clairement des commerçants qui roulaient quand même pas sur l'or, à un quartier où aujourd'hui, t'as du Mango, t'as du type français, enfin t'as tout un tas de grandes marques, disons, qui vendent des fringues, disons, d'assez haut niveau, qui valent assez cher, s'installent. Je sais pas quelle est la magie qui fait ça. Après, j'imagine que le changement de la population y a joué. Enfin, je veux dire, moi en premier lieu. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, moi je travaille en informatique, ma femme, elle est chercheuse. Bon, on a bougé ici en 2012 parce que c'est le seul quartier qu'on pouvait se payer. Et en fait, ça, c'est les premières phrases de ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire que tu commences à avoir des gens qui ont pas forcément énormément d'argent, mais qui commencent à avoir des niveaux de vie qui sont assez confortables et qui ont entre guillemets un niveau de vie socio-culturel un peu plus élevé que la moyenne, et qu'en fait ils construisent leur première couche. Et après seulement vont venir s'installer les gens qui ont plus d'argent, des familles, ce qui n'était pas encore le cas à mon époque, maintenant c'est ce qu'on voit. Et ce qui fait que le quartier devient un quartier chic, bourgeois, etc. Là, on est devant la maison de Dalida. Alors là, on est devant la maison de Dalida où elle s'est suicidée en fait. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de livrer un journal. Je sais pas Ouais, si c'est parce que c'est. Alors en plus, c'est assez bizarre parce que. Allez. Le journal est en sale état. Bon. Bref. Je sais pas ce que c'est en fait. Là, je sais maintenant juste. Non, la seule chose que je sache, c'est que ça a été revendu en petits lots en fait. Ah, En fait, il n'y a plus une maison, c'est plusieurs petits appartements. bâtisse, oui. Et tout à l'heure, donc là, on est remonté dans la rue qu'on appelle la rue d'Orchamps.
Alors qui est aussi connu parce que tu as une scène de cette... L'auberge espagnole? Voilà, l'auberge espagnole qui se passe ici. Et avant, on est passé juste à l'angle, là tu as une maison où tu avais une très vieille dame qui était installée à l'extérieur, je sais pas si tu as fait attention. Et en fait, elle, alors je l'ai toujours vue là, et elle m'a raconté qu'elle est arrivée ici en 54 ou en 55. Et qu'à l'époque, et ce qui est quand même aussi un signe sur l'état d'avance, l'état de développement du quartier, dans le bateau Lavoir, il n'y avait pas d'électricité. Ah. En fait, l'électricité est arrivée après. Et elle a vécu, alors, j'ai jamais trop. Elle a vécu avec au moins 2 artistes. Je ne sais pas si elle est en rapport avec la. Alors, si elle a vécu avec Darius Milhaud, qui est un compositeur musicien de musique, ou s'il est de sa famille d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas capable de te répondre. Bon, le truc, c'est qu'il y a quelques années, on la voyait encore gambader à droite à gauche sur la butte partout. Bon, là, l'âge quand même fait ses effets. Alors là, je l'ai vu ici, mais il y a aussi. Il y a une autre cité un peu plus bas, dans la rue Stellin, ou Steinlein, je ne sais pas comment on prononce, où en fait, aussi une cité d'artistes, et j'ai aussi vu parfois graviter autour de la cité de Steinlein, où j'imagine qu'elle doit avoir des amis, ou autre. C'est vraiment pour le coup une mais là, elle est sur un fauteuil roulant, à mon humble avis, elle a un peu de budget. Voilà. Alors, là on passe devant le Moulin de la Galette, c'est l'endroit le plus touristique je pense. Alors ouais, Mais... Et alors le truc rigolo, c'est donc le Moulin de la Galette qui est là. Et, regarde, si jamais tu regardes ici. En fait le truc, regarde, je sais pas si tu vois à l'intérieur, tu as une espèce de petite cour là. Oui. Et en fait c'est ce que les Américains, enfin pour moi la meilleure définition de ce que les Américains appellent un compound. C'est une espèce de zone aux gens qui ont du pognon, qui est totalement fermée, gardée. Ah oui. Tu ne peux pas rentrer. Et en fait, effectivement, de l'autre côté, tu as une entrée. Il y a une gardienne qui est d'une efficacité absolument redoutable. Et tu ne peux... c'est très difficile d'y rentrer. Et à l'intérieur, les 2 fois j'ai pu rentrer, la gardienne ne devait pas être là. En fait, tu vois des petites maisons avec des petits jardiniers. Ah oui. C'est très très chic. Et au milieu de tout ça, il y a une espèce de pierre qui est dans l'axe de la rue Tourlac, on va arriver là, qui en fait s'appelle la pierre du Nord. Ouais. Et en fait, qui est une pierre qui a été posée jusqu'à Louis XIV et qui justement servait comme pierre de référence pour marquer je ne sais plus quel méridien. Et en fait, il y a un débat, je sais qu'il y a un débat à une époque, parce qu'en fait, cette pierre est classée au monument historique. Ouais. Et en théorie, tu dois pouvoir y accéder. Ouais. Mais comme tu es dans une partie privée, c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, moi j'ai vu 2-3 fois cette fameuse pierre, mais je suis pratiquement certain que si jamais tu vas voir la gardienne et tu vas bien voir la pierre en question, c'est pas la pierre du Nord, c'est la mire du Nord. À mon avis, elle va te dire d'aller voir ailleurs. Mais du coup, moi j'avais une question pour Stéphane. À quel moment est-ce que tu as compris que tu commençais à devenir parisien? Tu te dis, oh là là, je deviens parisien. En fait, en fait, la plupart des gens, je pense qu'ils ont un peu peur de répondre, de dire oui, je deviens parisien. Mais moi, dès que j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit, c'est pas que j'étais pas, mais je voulais l'être. Non, vraiment, c'est l'endroit où tu arrives et tu te dis, je me sens bien et c'est chez moi. Même si tu gagnes le SMIC, tu crèves la dalle, t'es pas sur les plans financiers, personnels, amoureux, professionnels, t'as vraiment aucun atout, mais tu te dis je suis chez moi. Bon. Non, mais vraiment. Donc la réponse elle est claire, moi, c'est dès que j'ai mis les pieds en... C'est vrai? Ouais. Parce que moi je sais que ça a été la première fois où j'ai commencé à m'exaspérer devant les gens qui se mettaient pas correctement sur l'escalator. C'est là où je me suis dit non. Ah oui. Non. Là, ici c'est Paris, on doit faire comme ça. Est-ce que toi tu as eu un moment déclencheur alors un peu non, plus précis? je pense pas. Par contre, je te rejoins tout à fait. Regarde un truc assez sympa. Oh waouh, c'est un escalier privatif? Alors c'est un escalier qui est privatisé. Il y a une époque c'était ouvert, ça remonte vers t'as un hôtel qui s'appelle l'hôtel particulier qui est là-haut, qui est assez sympa. Très cher mais sympa. Il y a une époque j'avais le code. Mais ils l'ont changé, ces enfoirés. Et donc, pour revenir sur ton histoire de truc parisien, alors, c'est pas l'escalator, mais c'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques années quand j'étais en Serbie dans le pays de ma femme, où en fait, distributeur de billets, t'as 3 bus devant et on attend. Et en fait, je trouve que le mec est lent pour récupérer son pognon. Et en bon parisien, je râle intérieurement en me disant qu'est-ce qu'il fout? Bon, et en fait, après, tu te réfléchis, tu te dis, mais attends, mais t'es complètement con, quoi, je veux dire.
on parle de retirer de l'argent. Tu vas récupérer 3-4 billets. Mais enfin, pourquoi tu t'énerves? C'est débile. Donc tu vois, là effectivement, c'est peut-être là qu'il y a une sorte de prise de conscience de ça. Tiens, on va passer là, il y a un truc assez sympa à voir. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais lui dire au Stéphane qui est arrivé à Paris en 93 si tu le revoyais par une machinerie soit encore magique. moins raisonnable que tu as pu l'être dans tes premières années. Non, vraiment. Parce que... Non, mais sérieusement, il y a énormément de trucs, tu te dis, bon, j'osais pas, etc. Non, vas-y, lâche-toi. Tu vas te prendre des beignes, ça va être dur, machin, etc. Mais franchement, quand tu seras plus vieux, tu regretteras de ne pas avoir fait ces bêtises-là. Donc, vas-y, lâche-toi. Après, je sais pas, c'est vraiment très honnêtement c'est ce que je me dirais, quoi. Parce que après, quand tu deviens vieux, tu te fatigues, t'as plus la même folie que tu peux avoir sur un certain nombre de choses qui est propre à la jeunesse. Ouais. Et ça, vas-y, fonce. Ouais. Voilà. C'est peut-être pas très original, mais... Non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que Paris a changé en toi comme personne, Stéphane? Alors, beaucoup de choses, en fait, parce que... en fait, c'est la force de la ville. Tu vois, regarde, un petit théâtre, là, qui à l'époque appartenait, me semble-t-il, je ne sais plus si c'est Galabru qui avait ce théâtre. Ou alors, je crois que c'est Galabru qui avait ce théâtre. Il me semble qu'il s'appelait un temps le théâtre Galabru. Moi, je confonds avec un autre. Il y a une petite voiturette toute mignonne. On n'a même pas besoin de permis pour la conduire. Ça, c'est pareil. C'est ma Après, je sais voiture. pas si tu vas très loin, en fait. Hein. Mais bon. Ça dépasse pas les 50 km/h, non, ce genre de truc. Je sais pas, mais je sais même pas si c'est alimenté par électrique. Alors, je pense que c'est Galabru parce que. Ouais, tu vois, Montmartre, t'es à Montmartre Galabru, donc voilà, j'ai pas dit des sottises. Mais c'est cool, tu vois. Ouais. Et tu dis la question c'était. C'était qu'est-ce qui a changé en Stéphane depuis 93 Alors, je sais pas, en fait, c'est peut-être précisément le sentiment d'être dans un emplacement, en fait, dans un endroit où je me sentais moi, en fait. Oui. Ça peut paraître très débile, mais c'est ça. Oui. En fait, j'ai longtemps vécu à Bordeaux, qui était une ville magnifique, elle a des tas de trucs, etc. Mais c'était pas ma ville, quoi. Oui. Et en fait, la première fois dans ma vie, je me suis retrouvé là où j'avais le sentiment que je appartenais, en quelque sorte. Oui. Alors, ça va être très con, mais c'est le sentiment. On parle de sentiment, donc on parle pas d'un truc qui est rationalisé. Donc clairement, oui, c'est ça que ça a changé en moi. Après. Il y a un truc qui m'avait surpris aussi, c'est que quand je suis arrivé à Paris, dans les rares discussions que j'avais à droite, à gauche, etc., j'avais une certaine forme de complexe par rapport à, je dirais, l'étendue des connaissances, la culture des gens que j'avais autour de moi. Et mes premières années parisiennes ont été consacrées avec une espèce de frénésie, de boulimie de lecture totalement délirante, que je serais incapable aujourd'hui de réactiver. Et donc ça a aussi changé le Stéphane dans le sens où j'ai lu des tas de trucs alors, même des classiques de littérature que j'avais jamais pris la peine de lire alors que j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, j'étais pas un mauvais étudiant, mais enfin, j'étais un peu branleur. Hein. Et donc du coup, bon, si jamais je pouvais skipper la lecture d'un truc ou un travail à faire, je ne sais pas le faire. Et là, en fait, à Paris, je sais pas, j'ai senti une espèce d'obligation. Mais pas une obligation dans le sens où tu es poussé. Hein, un truc en fait, on t'incite à lire, à te cultiver, à t'ouvrir, à découvrir des trucs. Et depuis, ça a amorcé quelque chose qui n'a jamais arrêté depuis. Parce qu'en fait, le propre de chaque bouquin ou de chaque chose que tu apprends, c'est que très vite tu réalises l'étendue que tu ne sais pas. En vitesse. Énervé. Ça, c'est très parisien aussi, les C'est très parisien de rouler comme un bœuf. Hein. Alors, là, je suis prêt à prendre le pari que le groupe là, c'est des Espagnols. Comment est-ce que tu arrives à sentir qu'ils sont espagnols d'ici? Parce que, alors, non, je sens pas. Sauf que là, en face, il y a la maison avec Van Gogh durant 2 ans. Et les Espagnols sont les rares, je dirais, Européens qui se baladent en groupe comme ça avec un guide. Je peux me tromper, hein. Mais en général, chez eux, je pense qu'il y a le guide, tu peux vivre en étant guide. Hein. À mon avis, c'est très difficile à Paris. J'aurais parié sur les Allemands, tu vois, ou les Chinois aussi. On va Les s'approcher Chinois, pour voir la langue qui se dessine. On va écouter, on va voir. Hein.
Si, voilà. Bueno. Incroyable. Incroyable. Alors, j'ai une question assez improbable. Comme il y a beaucoup de photos qui sont prises ici, est-ce que tu penses que tu as une idée du nombre de photos que tu as photobombe sans faire exprès? Parce que là, il y avait tellement de photos, je suis sûre qu'on est à Paris sur au moins une vingtaine de selfies et de photos là. Ouais, je sais pas, non, je sais pas. Mais ça me rappelle une histoire très amusante que m'avait raconté un pote dans les années 90. Où en fait, il me raconte qu'un jour, il était sur le pont des Arts avec une jeune personne. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'était la première fois qu'ils se voyaient ou pas. Enfin bon, toujours est-il que le contact labial, le baiser arrive sur le pont des Arts. Bon, ok, why not, pourquoi pas, c'est un bel endroit. Et en fait, au même moment, il m'avait raconté que passé en dessous une sorte d'un bateau, soit un bateau mouche, soit un bateau quelconque, qu'ils avaient été bombardés de photos parce qu'en fait c'était la totale, si tu veux. Tu avais ce couple jeune qui s'embrasse sur le pont des Arts, donc les mecs qui passent en dessous de la Seine qui voient ça, c'était tellement faux parisien. Donc là pour le coup, c'est pas moi qui étais photobombé, c'était eux. Il m'a dit mais je sais pas combien de photos ont été prises de nous en train de nous embrasser, mais quel succès on a eu. Et alors après je sais pas non plus effectivement, parce que moi je traîne quand même pas mal dans le quartier. Attends, là il y a un truc rigolo. C'est des arbres. Ouais. En chemise blanche. Ouais. Tu vois, en fait, je pense que c'est le propriétaire du restaurant qui s'appelle chez Clint. Ok. Mais les locaux disent pas chez Clint. Non, ils disent chez Klein. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ok. Voilà. Et lui, en fait, ce mec-là, soi-disant, si c'est bien lui, je crois que c'est lui, effectivement, a une gueule qui ressemblerait un peu à celle de Clint Eastwood quand il était plus jeune. Bon, moi, je suis pas convaincu. Mais bon, Moi, je vois un petit air. Hein? Moi, je vois un petit air. Il y a un petit air, ouais. Ouais. Non, je suis pas sûr que ce soit lui. Ah, quand même, ouais, peut-être un peu, je sais pas. Vraiment, Oui, je te promets, parce il y a- qu'avant que tu me parles de star de cinéma, je me suis dit, il ressemble à quelqu'un de connu. Bah écoute, voilà. Donc, alors là, on va redescendre par là. Oui. Il y a la rue Constance, qui est une rue toute mignonnette. Alors qu'il y a le truc rigolo à Montmartre, c'est qu'il y a vraiment les rues à touristes et les rues sans touristes. Et ça, c'est une rue sans touristes, il n'y a personne qui vient là. Alors que pourtant, je la trouve superbe cette rue. Alors pour la petite histoire, t'as un gars qui s'appelle Pierre Macorlan, qui a vécu au numéro 10. Non, je dis une connerie, le 7, non, c'est ici. J'ai dit des bêtises, c'est pas c'est le 16. Ouais. Parce qu'en fait, non, j'ai dit des bêtises, c'est au 14, putain, je raconte des conneries. Parce qu'en fait, il raconte. Alors, d'après ce que j'avais lu, en fait, il habitait justement, tu vois, cette espèce d'entrée avec une sorte d'arche là. Ouais. Et en fait, ça, c'est très très chicos parisien. En fait, ça imite les entrées qu'il y avait autrefois, dans lesquelles tu laissais passer les chevaux. Tu sais, il fallait une espèce de hauteur. Bon, sauf qu'en fait, c'est complètement débile, parce que là, il n'y a pas de chevaux. Tu vois bien que c'est en fait c'est un étage. Oui. Mais on a gardé le principe, cette petite arche comme ça, dans laquelle pouvait rentrer la calèche avec les chevaux. Et Macorlan, d'après ce que j'ai vu, aurait habité donc à ce niveau-là. C'est pour ça que je sais que c'est le. Je suis en train de dire sur le 10, c'est plutôt le 14. Donc il y a la seule entrée de ce type-là. Là, on va se faire écraser par une voiture. Et après, un peu plus bas, il y a un autre truc qui est assez sympa. Donc là, c'est vraiment de la micro-exploration sur une rue. Mais je l'aime tellement, j'aime vraiment cette rue. Là, au numéro 10, tu as un gars qui s'appelle Cormon, que plus personne ne connaît. En fait, c'était un peintre qui avait fondé une école. Oui. Dans laquelle qui a eu notamment comme élèves des petits gars comme Van Gogh, Toulouse-Lautrec, pas dégueulasse. Et en fait, c'était ici. Et je trouve ça extraordinaire, en fait, que ce bâtiment tout con ait pu un temps héberger un artiste, enfin une école avec. Cormon lui-même est assez connu parce que c'est un style de peinture extrêmement classique. Tape Cormon sur internet, tu vas le trouver. Alors là, il y a un autre truc qui est assez génial, c'est qu'en face, à l'impasse Marie-Blanche, là, tu as un artiste dont j'ai oublié le nom, bon, c'est en train de partir, mais je sais pas si tu vois, tu as une impasse avec un personnage qui est, le panneau impasse, avec un personnage qui avait deux mains étendues, comme si c'est un peu le Christ qui avait été mis sur le signe impasse. Et je sais plus quel est le nom de l'artiste, c'est Clant ou Clark, je sais plus, faudrait que je regarde, je cherche ça. Et en fait, le mec, son truc, c'est ça, c'est de travestir des panneaux De signalisation. En leur donnant un sens différent. Et là, on va aller au bout. Et en fait, donc là, tu as l'impasse Marie-Blanche, alors, qui n'a rien à voir avec le nom. Il y a un âne bizarre. Enfin, c'est un âne ou une licorne ou quoi? Je sais pas trop, ouais, là, j'ai vu que... Et puis en plus, ça a l'air assez... C'est étonnant d'ailleurs que ça soit... Il y a un truc en train de me piquer, je sais pas ce que c'est. C'est assez étonnant que ce soit autant en poussière. En général, dès que tu as un peu d'espace, c'est occupé et revendu. Et donc, dans l'impasse Marie-Blanche,
dans laquelle nous sommes. Ouais. En fait, donc Marie-Blanche, c'est le nom de la fille d'un proprio qui s'appelait Blanche, j'imagine. Et ça n'a rien à voir avec le nom Blanche de la station de métro à laquelle nous sommes arrivés, qui en fait était en référence au... il y avait des carrières avec de la chaux. Et en fait, quand on amenait on descendait la chaux dans Paris, apparemment la rue des Martyrs et la barrière en question, donc l'emplacement qui était là, il y avait de la chaux qui tombait, donc c'était un coin qui était tout blanc, donc on appelait ça la partie blanche. Là on a un chat qui dort. Et qui écoute très attentivement tes explications parce Ouais, qu'il je s'est pense qu'il réveillé. dort plutôt. Là, il donne peut-être une maudit, je sais pas. Et là, salut chat. Le chat, franchement, sa localisation, il est assez incroyable. Alors, c'est quoi cet endroit, ce compound Alors, fermé? là c'est terrible parce qu'en fait avant, on avait le droit d'aller là. Et en fait, je sais pas par quel biais la mairie a toléré ce truc-là, mais ça a été donc fermé comme tu le vois. Et là, en fait, tu as une maison qui est totalement improbable. Bon, là, on voit que dalle, donc mon explication elle est géniale, mais bon, en fait, tu as tout un tas de styles architecturaux différents. Le mec s'est fait plaisir et t'avais vraiment, mais ça n'a aucun sens, tu vois pas. Je pensais qu'on pouvait encore un peu voir quand même. Mais on dirait un centre médical ou un truc. Non, pour ça, enfants. Babylou, c'est une crèche. Ah, c'est une crèche, ok. C'est une crèche, mais t'as pas. En fait, ça, je pense que c'est la pilule pour faire passer le bazar. Mais c'est pas qu'une crèche. En fait, derrière, t'as toute une série d'appartements assez chicos que tu vois assez bien de la rue quand tu passes sur le pont au-dessus du cimetière. Et en fait, c'est que des trucs de méga chicos, qui ont dû être vendus à des prix totalement délirants. Et donc, ils ont totalement privatisé cette partie de la rue, ce que je trouve scandaleux. Mais bon. Et à une époque, donc cette maison-là, tu pouvais y accéder pour les journées du patrimoine. J'avais lu ça quelque part. Bon, sauf que depuis qu'ils sont dans un espace privé, tu peux pas. Et puis c'est solide, hein, tu peux pas rentrer. Ouais. C'est bizarre. Bon, on peut essayer de passer par au-dessus, mais à mon avis, ça risque de faire, on va faire ça va faire des Mais en histoires. fait, c'est assez incroyable parce que je n'ai jamais vu autant de gated communities Mais pour alors, c'est citer. peut-être aussi le signe que Montmartre est effectivement en train de devenir de moins en moins populaire. Ah bah ça. Et alors, en parlant de trucs populaires, on peut pas parler de Montmartre sans le monument le plus controversé. Alors, Le Sacré-Cœur, oui. le Sacré-Cœur, un avis. Mais non, alors je vais reprendre un peu et après dire le contraire de ce qu'avait dit. Donc, un gars qui s'appelle Yann Brossa, qui est député PCF du quartier. Oui. Donc, quand tu dis PCF, on dit ouh. En fait, ce mec-là, un jour, il a à la radio, je ne sais plus sur quelle station, on lui demande un monument à détruire, lequel serait-il? Et naturellement, il dit le Sacré-Cœur. Bon. Levée de bouclier sur les réseaux sociaux, c'est affreux, les communistes ils veulent tout détruire, machin, etc. Bon, on va se calmer. Hein. Je pense très sincèrement qu'il disait ça en déconnant, premièrement. Et deuxièmement, il y a alors, le Sacré-Cœur, oui, ça a été construit dans des circonstances tout à fait déplorables, à une période de l'histoire de France qui était de loin d'être la plus glorieuse. Bon. Ceci dit, maintenant c'est un bâtiment qui est parisien. Si tu veux, c'est un monument. Et le propre d'un monument, quel que soit ce qu'il représente, c'est d'être là, d'exister et en fait, les gens du quotidien doivent faire avec. Après, ils peuvent faire avec ce qui se fait. Après, il faut cohabiter avec lui. Bon, et très honnêtement, je pense qu'il y a 99% des gens qui remontent au Sacré-Cœur qui ne sont pas au courant que c'est un truc qui a été construit après la Commune, dans un... Alors, les historiens ne sont pas d'accord entre eux. Je ne suis pas historien, mais en gros, l'idée, ça avait été à la suite de la guerre, on dirait de la défaite de la Commune, et de la guerre perdue contre la Prusse, que nous avons déclenché. Donc, je sais pas si c'est quand même. Waouh, on arrive sur le bout de rue le plus mignon possible. Alors oui, mais il y a un truc assez... Alors, j'ai tellement une chose sur Sacré-Cœur, et tu vas voir qu'il y a aussi autre chose d'un peu plus dramatique sur cette rue. En fait, donc ce fameux Sacré-Cœur, donc, il a été construit à l'appel de la France, catho, tradi, machin, etc., pour soi-disant expier les crimes de la Commune. En fait, c'est pas tellement les crimes de la Commune qui voulaient expier, c'était surtout les crimes depuis la Révolution. Et donc là, c'était craché sur la République qui était en train de naître. Bon, mais je pense que la portée symbolique a totalement disparu et qu'aujourd'hui, pour des gens ont totalement oublié ça. Si tu poses la question à des vrais gauchistes, peut-être il y en a quelques-uns qui vont s'en rappeler. Mais très honnêtement, je pense que, alors malheureusement ou pas, je sais pas, mais c'est un débat qui a totalement disparu. Et qui a d'autant plus disparu que pour les 150 ans de la Commune, c'est tombé en plein moment du Covid, donc en clair, toutes les cérémonies ont été passées par Place des Profits. Donc non, c'est pas... Bon ouais, c'est un truc touristique, quoi, basta. Et alors là, effectivement, donc là, pour revenir à la rue Cauchois, donc elle est mimi comme tout, et alors cette rue, elle est aussi connue parce que tu as un film, qui porte un nom assez maudit aujourd'hui, et pas forcément à tort, j'ai nommé Mr. Patrick Brewer, qui s'appelle Le Prénom. Et en fait, dans le film Le Prénom, au tout début du film,
t'as une sorte de balade un peu dans Paris où tu suis un mec en scooter et en fait l'endroit où ils se retrouvent les protagonistes de la... Alors, c'est un film mais à la base c'était une pièce. Hein. Donc tous les protagonistes de la pièce en fait c'est ici. C'est qu'en fait tu suis la caméra arriver ici et alors avec un texte, je sais plus sur ce que c'est que Paris, machin, etc. etc. Tu t'arrêtes ici et la scène est censée se tenir ici dans l'appartement qu'on a en face. Oui. Je pense pas. Alors, mais truc, bon. oui, truc improbable, on vient de croiser quelqu'un qui habite ici. Oui. Non, mais il n'habite pas ici, il habite là. C'est pas pareil. Bonjour. Bonjour. Et dans le film, censé être là. Voilà. Mais j'avais aucun souvenir de ça parce que pour moi, Alors regarde la première seconde du film. Tu as une sorte de promenade dans Paris donc qui se concrétise justement, qui se termine ici dans cette rue-là. Oui. Alors on sait qu'on est dans un quartier historique parce que le nombre de plaques blanches Ouais. qu'on voit au mètre carré est juste impressionnant. Et là où ça fait mal au veste, c'est que par exemple mon copie, je sais pas qui c'est. Moi non plus. T'as Raymond Souplex qui a vécu là, Ouais. ici, pareil, que je sais pas qui c'est. Et il y avait Copless, un autre là dont je viens de découvrir la plaque, ici. Je ne connais malheureusement pas ces trois personnes. Je Non. ne sais pas qui c'était. Peut-être des stars en leur temps, mais bon. Bon là t'as un Picard. Je sais pas si c'est- Toujours star en son temps. Je sais pas s'il est. Toujours star en Qui est son pas mal, mais qui est petit. Et surtout, bah, t'as l'épicerie à côté de l'épicerie, le bar d'Amélie Poulain, Oui. qui est là. Alors, petite histoire rigolote sur le bar, sur ce fameux café. Donc, il est mignon. Le mec tire un peu trop sur l'analogie avec le rapport avec le film. Mais toutes les scènes du film Amélie Poulain, encore lui, qui ont été tournées dans le bar, n'ont pas du tout été tournées ici. En fait, elles ont été tournées à Köln, en Allemagne, dans un studio qui a été recréé pour l'occasion. Bon, Solon pour le côté tradit. Mais Jeunet, lorsqu'il a fait le film, a eu l'intelligence et la gentillesse et je sais pas comment dire, enfin le désintérêt. En fait, il laisse les propriétaires du bar là ou de l'épicerie qu'on a vu là-haut exploiter l'image d'Amélie Poulain sans leur chercher des noises sur des questions de droits de reproduction, machin, etc. Tu vois. Donc en fait, le truc est là, c'est pas mal. Ça a rien de... Personnellement, je préfère le Luxe Bar en face. Oui, où on s'est retrouvé, qui a une mosaïque assez incroyable. Et qui est plus, disons, à mon sens, parisien. Au sens vraiment. Et alors tout aussi parisien que le Five Guys qu'on voit en bout de route. Ouais, alors avant il y avait comment ça s'appelle un buffet au grill. Bon. Ah, Ils ont eu quelques ennuis avec la loi aussi. Et en fait, ça a été racheté par Five Guys. Mais bon, ça c'est... Là, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'on n'est pas encore trop de comment ça s'appelle, de Hard Rock Café. T'en as un tout en haut. oui. Mais là, j'en vois pas dans ce quartier-là. Et là, tu as un truc assez surprenant. Donc là, l'angle qu'elle a là, tu vois, le tout début de la rue Le Pic, tu avais un Fred où ils vendent des trucs bons mais méga sucrés. Et en fait, le truc a totalement disparu. Et je ne peux pas croire qu'ils aient fait fortune parce qu'il y avait une queue permanente devant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin, le truc a disparu. Je viens de voir une plaquette hyper drôle qui dit stop sur touriste, stop. Ah oui. Oui, tout à fait. Bon, après le problème, c'est que malheureusement, mon gars, si jamais t'habites au début de la rue Le Pic, bon, Ah bah ça, en termes de c'est... touriste. Mais si tu veux, alors, c'est pas mal qu'il y ait ça, parce que ça prouve qu'il y a encore des gens qui y vivent. Aux Champs-Élysées, ça n'existe plus, quoi. Ah bah non. T'as personne qui vit aux Champs-Élysées, je veux dire, non. Ouais, non. Mais après, je suis sûre qu'aux rues annexes, tu as quelques personnes qui arrivent encore à y vivre et quelques bureaux. Mais ça, Dans aux Champs-Élysées, tu veux dire? autour des Champs-Élysées, oui. Ouais. Mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que quand on lit ou qu'on relit Proust, on voit que c'était à peu près le même délire, même à l'époque. Tu avais vraiment quelques hôtels particuliers qui étaient loués par des riches à des riches. Et autour, vraiment, toute la vie touristique commençait déjà à se développer autour des Champs-Élysées. Mais... Ah mais clairement oui, oui. Et je pense que c'est... Et ici alors, c'est pas les Champs-Élysées,
Mais je pense qu'à échéance 20 ou 30 ans, c'est pareil, ça va devenir un quartier totalement valide. Alors, pour le mot de la fin, je vais te demander de choisir un souvenir touristique kitsch pour te symboliser, Stéphane. Ah, je pense que là, on peut difficilement faire pire que ça. Lequel tu J'attends serais? que monsieur soit parti. Alors Est-ce là, que il y tu a- serais la baguette Non, alors je serais cette... Alors regarde, ce pauvre portrait de Modigliani. Modigliani. En fait, c'est une imitation d'un truc. Et en fait, il a vécu aussi là-haut un peu. Après, pour moi, le plus kitschissime, c'est même pas la baguette, c'est cette espèce de moche image, de moche magnète de Vincent Van Gogh. Mais il a qu'une seule oreille, donc ça reste factuel. Ouais, mais Regarde. il est de côté, c'est pour ça. T'as le Sacré-Cœur qui est quand même pas mal. Quoi. Attends, et ici t'as des petites viennoiseries. Oh putain, pardon, c'est quand même... ça c'est pas mal, pas en France. Tu serais un pain de France? Ouais, je pense que là on est quand même, si on cherche le kitsch ici, on est quand même... Alors c'est pareil, il n'y a rien de moins français qu'un donut. Hein. Ouais, ça Mais bon, c'est c'est pas grave. c'est la boulangerie parisienne, ça. C'est ça, la gaufre là c'est belge, donc Ouais. c'est pas ça du tout. Mais bon, non je pense en matière de kitsch, je prendrais plutôt le côté Vincent, parce qu'en fait tu vois, le fait de dire Vincent, ça induit une sorte de proximité avec l'auteur, Oui. qui à mon avis est un peu suranné quoi. Parce que Et il a besoin d'amour, Vincent. oui, ça, On c'est lui clair. envoie de l'amour Ça, même à plus d'un Ah. siècle plus tard. On t'aime et on pense à toi. N'oublie pas Vincent. C'est pareil, regarde le pot de fleurs qui ressemble à un truc mignon. En fait, t'enlèves Vincent, t'as juste un peu de fleur moche. Et t'enlèves Vincent ici, t'as juste un monsieur. Ouais, On dirait une photo Tinder, tu vois. Une quoi? Une photo sur Tinder. Ouais, il y a un peu ça, ouais. Ouais. Il y a un côté, quoi qu'il a un côté un peu néandertalien, là, le visage du personnage qui est censé être représenté, Vincent. Et c'est pareil, Modigliani, en fait, je me souviens plus du nom de la peinture. Mais en fait, la fille, elle a l'air beaucoup plus décharnée sur la peinture, en fait. Elle est pas... Là, bon, ça fait un peu gnangnan, voire même carrément chinois, je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont mis un En espèce fait, de chapeau. La forme de ses lèvres change d'un truc à l'autre. Aussi, si tu oui, bon, regardes. mais c'est pas forcément. Mais ça vaut que c'était du travail artisanal. Hein. Je dis pas. Après, t'as le fameux chat noir ici, donc avec Alors ça, c'est Steinlein justement, dont on parlait tout à l'heure, Ouais. qui a mis en place, enfin qui a créé cette espèce d'image du chat, qui est le chat célèbre. Et ouais, c'est pareil, le chat noir. Alors aujourd'hui, c'est un magasin de tourisme. Là où il y avait le chat noir. Alors, on n'a pas mis celle-là, mais alors là, le Tour Eiffel comme mec qui se balade avec une baguette sous le bras. Ah putain, ah ouais, quand même, ouais, là on va très très loin. Quoi. Bah, il a un béret, j'espère. Non, Ça, c'est le si, truc, il a hein. un béret et même son nez est en forme de baguette de nez. Ouais. Alors là, t'as plein de Alors, baguettes. c'est aussi le truc rigolo, hein. Si jamais tu veux reconnaître un touriste à Paris, c'est le mec qui a un béret. Ouais, ça, Ça, c'est c'est, l'effet Emily in Paris. Ah, il y a Emily in Paris, ça c'est pour les bérets colorés, mais pour les messieurs, mais souvent des bérets noirs, tu vois. Ah, Alors que c'est pareil, enfin, je veux dire, la dernière personne que j'ai porté un béret dans ma vie, bon, à part les touristes parisiens, c'était mon grand-père. Quoi. Et évidemment, les petits-enfants s'en moquaient. alors moi, j'ai jamais vu de personne normale, âgée ou jeune, porter de béret. Ouais, t'es pas en Charente-Maritime. ou alors, pour le coup. D'ailleurs, on dit béret basque. Je suis pas persuadé que c'est assez marrant parce que pour moi, c'est pas un truc typiquement basque. Dans tout le sud-ouest, ils ont des bérets. Mais ça, c'est pareil. Quand un donut de Paris, c'est extraordinaire. Et alors, le mot de la fin, tu serais un donut de Paris ou tu serais lequel tu as dit? Une gaufre belge? Ça, c'est quoi déjà? Ça, un c'est une muffin? brioche. Hein. C'est Ah. une brioche, ça. Oh, comment tu stresses? Ça peut fonctionner. Ça. Plutôt la brioche, parce que ça colle assez avec mon ventre. Donc clairement, moi je serais plus la brioche de Paris, même si c'est marqué les délices de France, bon, ok, ouais. Bref, en plus c'est un truc qui fait à base de pétrole, enfin je sais pas, c'est marrant quand même. Mais c'est bien fait quand même, on a vraiment l'impression que c'est un truc... Ouais, c'est bien fait. Ouais. Ça me rappelle un peu les gommes qu'on avait, je sais pas si quand t'étais gamine, si t'avais cette espèce de gomme qui semblait reprendre, enfin qui avait un parfum de chimie très très fort. Et alors, et en fait t'avais de les manger. Oui, c'était ce que j'allais dire. T'avais tout le temps envie de les C'est un peu manger. ça, c'est un peu ça. Bon, c'est pas bon. Et Mais on les a tous mangés. Rien nous est on a arrivé. tous essayé de goûter, voir ce que ça donnait. Bon, ça marche pas. Et le mot de la fin, c'est que tu es un muffin de France. Comme souvenir kitsch. Non, brioche, Brioche. pas.